Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distill News, le 53e pour être précis, intitulé « À la paille ou en braille » et envoyé à tous les abonnés le 9 février 2022. Au menu cette semaine, écoutez, je vous épargnerai toute sélection spéciale Saint-Valentin, etc. Et je vous parlerai plutôt de finish en fût de cidre, de la tequila à la paille, des vodkas au top, des taxes inégales, un profil du consommateur de gin français, un label bio peu persuasif. Je vous parlerai également de transparence dans le whisky, de machine à cocktail, de recettes de bitters, d'étiquettes en braille et pas mal d'autres sujets. Mais avant de démarrer, petit rappel évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, ça se passe sur distillnews.com. Vous y trouverez donc le petit formulaire pour vous inscrire, c'est absolument gratuit et vous recevrez ainsi toutes ces infos en avant-première ainsi que toutes les sources. Mais bien entendu, quoi qu'il en soit, je vous mets en description le lien direct vers ce numéro dans lequel vous pouvez évidemment retrouver tous les liens vers les vidéos, enfin bref, tous les contenus que je cite dans cette revue. Sur ce, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les actus produits de la semaine et à commencer côté whisky par Kaolila qui a fêté ses 175 ans donc en 2021 et qui à cette occasion a sorti une édition commémorative de 24 ans d'âge, le tout en 3000 bouteilles à 52,1% d'alcool. On a ensuite le whisky américain Angel's Envy qui lui lance un nouveau whisky de seigle avec 95% du mash bill en seigle, avec cette fois-ci un finish pour le moins original puisque le whisky a fait un finish donc de 364 jours en fût de cidre de glace du Vermont. Alors malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de goûter, mais je vous cache pas que je suis très intrigué. Ensuite, on a donc tel Anthrax, Metallica ou encore Motorhead, on a maintenant le groupe de métal Beartooth qui a lui aussi son whisky. Voilà, à croire que c'est un passage obligé maintenant pour tout groupe de rock ou métal. Et il s'agit cette fois-ci donc d'un rye à 48% d'alcool et il est produit par la Middle West Spirits Distillery qui est située dans l'Ohio. Voilà, mais si vous voulez vous le procurer, malheureusement, je vous l'annonce de suite, c'est déjà sold out. Côté cognac, maintenant, on a NC qui lance un VSOP en collaboration avec l'artiste colombien Maluma. Et c'est le premier musicien en fait à collaborer sur une telle édition limitée avec la maison de cognac. De son côté, ensuite, on a Rémi Martin qui lui a dévoilé une édition limitée donc à 7000 flacons de 35 centilitres intitulée L'étape. Et il s'agit d'un cognac issu d'un assemblage avec des eaux-de-vie de 19 viticulteurs ayant la certification haute valeur environnementale. Maison Ferrand ensuite a pour sa part lancé en ce début d'année un nouveau Ferrand Renegade, à savoir un non-cognac, donc une eau-de-vie de vin plus précisément, qui a été vieillie en ex-fût de rhum jamaïcain de la distillerie Long Pond. Côté gin, on apprend que Romeo's Gin X, qui est un gin qui vient de Montréal, qui est au melon d'eau, à savoir donc à la pastèque, qui est désormais disponible en France. Sinon, Lobos 1707, la tequila du basketteur LeBron James, a elle dévoilé un tout nouveau design pour sa bouteille qui devrait arriver très prochainement. Et dans un tout autre style, on a Bacardi qui a sorti visiblement une étiquette en braille pour son rhum. Enfin, toujours côté produit mais RTD, on apprend que le bartender Jeffrey Morgenthaler, donc qui lance aux US des cocktails prêts à boire en canette, très colorés pour le coup, avec pour parti pris donc d'avoir des cocktails qui soient gazeux, forcément gazeux, pas trop alcoolisés, donc dans la mesure où ils sont plutôt, ils sont à moins de 10 degrés, mais voilà, c'est moins que certains RTD qui sont plutôt à 15, 20, voire même 25% d'alcool et qui soient consommables en toutes circonstances, donc que ce soit directement à la canette ou servi sur glace. Pour la production, c'est une certaine Ninkasi Brewing Company qui est basée à Eugène dans l'Oregon et qui n'a donc rien à voir avec notre Ninkasi national lyonnais qui s'en est occupé. On passe aux news business maintenant et à l'international, on a Evenhill qui a annoncé l'acquisition de Samson & Surrey. Le groupe ajoute ainsi à son portfolio les marques Widow Jane, Few Spirits, Bren le whisky français, la tequila Ocho, le gin Blue Coat,
ou encore le mezcal Vago. Teremana ensuite, la tequila de Dwayne Johnson, donc The Rock, compte désormais Mast Jägermeister comme investisseur, et le groupe allemand, qui est distributeur exclusif de la marque, vise maintenant à développer la marque justement sur le marché international. Donc on devrait la voir arriver en Europe très prochainement. À plus petite échelle sinon, on a Lucas Bols, qui a lui complété l'acquisition des Tequila Partida pour un montant d'au moins 10 millions de dollars. En France ensuite, on a Jean-Philippe Ecquet qui est nommé directeur général de la maison Rémy Martin. Il est notamment passé par Louis Vuitton, TAG Heuer, Sandro et Lanvin et succède à présent à Philippe Farnier à la direction de la maison de cognac. Et quand on voit le parcours, clairement on voit combien le cognac et notamment Rémy Martin se positionnent clairement sur le marché du luxe. Côté distrib, on a Bollinger Diffusion qui récupère la distribution des whiskies français de la maison Benjamin Quens qui était jusque-là chez l'Explorateur du Goût. Et pour ce qui est de la com, on a enfin donc Cointreau qui a confié son budget mondial à l'agence TBW. Rubrique data à présent. Aux États-Unis, on a le Distilled Spirits Council, donc le Discus, qui a publié quelques chiffres sur le marché américain des spiritueux en 2021. Au global, on y compte une croissance de plus 12% des ventes en valeur et plus 9,3% en volume, le tout pour un total de 35,8 milliards de dollars. Dans le détail, ça donne pour les 5 plus importantes catégories du pays, plus 4,9% de croissance pour la vodka, pour une valorisation totale de 7,3 milliards de dollars, plus 30,1% de croissance pour la tequila et le mezcal, qui pour le coup dépasse le whisky et lui chip donc la seconde place dans ce top 5 des catégories les plus vendues. Ensuite, on a l'American Whiskey qui fait une progression de plus 6,7% en valeur, donc soit 288 millions de dollars en plus pour un total de 4,6 milliards de dollars. Suivent le brandy et le cognac avec une croissance de plus 13,1% et les cordiales avec plus 15,2% de croissance. Mais sinon, clairement, il n'y a pas photo, c'est la vodka qui mène la danse. Pour les catégories qui progressent le plus vite en revenus, sinon, ce sont clairement les cocktails RTD, les prémixtes et tout, avec plus 42,3% de croissance sur l'année 2021, suivi par la tequila et le mezcal, plus 30,1% de croissance en valeur, suivi ensuite par le whisky irlandais, les cordiales et les single malt écossais. Je vous épargne tout le détail, mais si vous voulez consulter tout ça et pas mal d'autres données, je vous ai mis donc en description le lien vers la newsletter où vous trouverez donc le lien vers le rapport complet avec, il y a pas mal de slides, il y en a 37 exactement, et vous avez tout plein de tableaux, tout plein de chiffres, tout plein de graphiques, donc si vous voulez creuser tout ça et en savoir plus sur le marché des SPI aux US en 2021, écoutez, c'est une petite mine d'or. On revient en France ensuite, puisque on apprend selon la société IRI et Rayon Boisson que les vodkas les plus vendus en grande distribution sont Poliakov avec 9,2 millions de litres vendus, soit 40% de part de marché en France, suivi par les marques de distributeurs avec 3,3 millions de litres, puis Sobieski avec 3 millions de litres, Absolut, donc en 4e position des marques de vodka les plus vendues en grande distribution en France, Eristoff et Żubrówka. Donc tout ça entre Poliakov avec 9,2 millions de litres vendus et Żubrówka en 5e position qui est à 1,8 million de litres. Et juste derrière, donc entre les 6e et 10e positions, écoutez, ça devient... c'est des quantités clairement bien moindres, on compte même 10 fois moins. Et on a donc Smirnoff avec 184 000 litres vendus sur l'année 2021 en grande distribution, mais en baisse de 27%, suivi par Grey Goose, Ciroc, qui pour le coup, elle fait une croissance de plus 119% sur 2021 avec 138 000 litres vendus, et enfin Belvedere avec 115 000 litres vendus. Donc là, pareil, je vous mets le lien avec un petit graphique qui vous détaille tous ces chiffres.
Toujours en termes de data, ensuite, mais côté RTD cette fois, on a d'après un nouveau rapport de Future Market Insight, on apprend que le marché des cocktails prêts à boire en canette devrait atteindre une valeur de 57,2 milliards d'ici 2032 au global pour le monde, soit un rythme de plus 11,6% de croissance en moyenne. Voilà, et si on est plus spécifique, on voit que ça serait visiblement les RTD à base de vodka, ou autrement dit d'alcool neutre, qui devrait mener les ventes. En passant, sinon, pour revenir un peu sur la présentation du discus là, que je vous évoquais juste avant, j'en profite, page 32, où on trouve un petit exemple d'aberration en termes de taxation des boissons alcoolisées selon leur catégorisation, avec un petit schéma qui nous explique tout simplement que, par exemple, en Arizona, une même canette d'une boisson à 5% d'alcool serait taxée 18 fois plus selon qu'il s'agit d'un cocktail RTD à base de spiritueux ou d'une boisson à base de malt. Donc dans le premier cas, on serait à 28 cents de taxe, là où sur la boisson brassée à base de malt, mais toujours à 5% d'alcool, on serait à 1,5 cents seulement de taxe. Voilà, et malheureusement, on ne peut pas dire que les choses soient davantage équitables en France, puisque ici aussi, face aux bières ou aux vins, on peut trouver que même si souvent plus légers, des nouvelles catégories comme les hard seltzer peuvent, elles, être taxées telles des spiritueux, donc beaucoup plus que des bières ou du vin. Alors voilà, je ne m'attarde pas davantage là-dessus, je vous avoue que je ne connais pas non plus absolument tous les tenants et aboutissants ou raisonnements qui expliquent ce genre d'écart d'une boisson à une autre, et ce quand bien même son taux d'alcool serait identique. Mais néanmoins, je pense que c'est intéressant de le souligner et pourquoi pas de le questionner. Et d'ailleurs, si vous-même vous avez peut-être des points à ajouter sur ce sujet, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Ok, maintenant, après toutes ces données un peu très quanti, je vous propose des données un petit peu plus quali, à savoir que Rayon Boisson a publié un petit retour sur un sondage YouGov auprès de 1337 Français qui dresse un peu le portrait un peu type du consommateur de gin en France. Et donc, dans les grandes lignes, à toutes fins utiles, peut-être pour vos personas, si vous développez une marque de gin, sachez qu'il est majoritairement un homme, donc 63% des sondés en l'occurrence. Il est plutôt jeune, puisque 38% ont entre 18 et 35 ans, plutôt citadins, avec donc ce même pourcentage qui vivent dans une grande ville. Ensuite, écoutez, je voudrais apporter un petit éclaircissement suite à... il y a 2 semaines, je partageais des chiffres sur un peu le nombre croissant d'établissements enregistrés sous le code APE des productions de boissons alcooliques distillées, où l'on pouvait donc constater que, ne serait-ce que sur l'année 2021, il y avait eu 130 nouveaux enregistrements sous ce code APE. Voilà. Donc un chiffre assez impressionnant, mais j'ai donc Olivier Flé de Distillerie d'Île-de-France qui m'a précisé tout de même sur LinkedIn que ça reste un chiffre à prendre avec des pincettes, puisque même si on pourrait imaginer, ok, ça veut dire qu'il y a peut-être 130 nouvelles distilleries qui vont débarquer dans les mois à venir, c'est pas tout à fait ça, et peut-être même loin de là, puisque en réalité, donc ce code APE comprend aussi les transformateurs tels que les producteurs, par exemple, de rhum arrangé. Et dans son cas, il nous explique d'ailleurs qu'en Seine-et-Marne, par exemple, il y a 11 entreprises qui sont enregistrées avec ce code APE, et pour autant, sur les 11, il n'y en a un seul établissement qui est une distillerie, les autres étant en grande majorité des producteurs de rhum arrangé. Donc voilà, une petite nuance sur ce chiffre, mais qui néanmoins ne balaye pas du tout le fait que clairement, il y a un élan dans la branche spiritueux et un intérêt clair pour la production et le développement de nouvelles marques. Artisanal,
versus bio maintenant. Alors, fait intéressant, alors que la certification bio se fait petit à petit une place dans les spiritueux, il semblerait, d'après une thèse professionnelle de Manon Rigoro, qui était une étudiante Cage Business School spécialisée en management des vins et spiritueux, que finalement afficher un tel label sur ces bouteilles n'a pas forcément d'incidence sur l'intention d'achat des consommateurs ou leur volonté de payer davantage pour un spiritueux. Donc ce qui me fait dire que si un producteur souhaite basculer d'une production en conventionnelle vers une production bio simplement pour des raisons un peu de sex appeal ou dans l'espoir de faire plus de thunes, tout simplement, écoutez, loupé, puisque visiblement, ça ne changera pas grand-chose, même si on ne peut que encourager les gens à le faire, puisque ça reste quand même mieux d'un point de vue développement durable. Mais en tout cas, si c'est pas par conviction, écoutez, c'est pas forcément utile. Pour le reste, son étude le confirme, c'est quand on est artisanal, clairement, c'est plus vendeur que industriel, même si c'était d'ailleurs le sujet d'un podcast il y a 2 semaines du Bottlefield Show, c'est pas forcément toujours très clair quand on veut définir tout ça. Et ce qui me conduit justement dans la continuité justement de ce précédent épisode sur les spiritueux artisanaux, écoutez, de vous dire que le Bottlefield Show, dans son épisode de la semaine dernière, s'est penché justement sur la question de la transparence dans le whisky, avec un cas particulièrement remarquable puisqu'il s'agit de celui du whisky Waterford, Irish Whisky, avec un terroir code qui, si vous n'êtes pas familier, en fait, il s'agit d'un code qui est à l'arrière des bouteilles Waterford que vous pouvez taper sur leur site et ça vous donne accès à tout l'historique de la bouteille que vous avez entre les mains, que ce soit la date de mise en fût, le degré d'alcool, qui l'a distillé, quelle parcelle ça correspond, la levure utilisée, enfin bref, le ratio entre des fûts de premier remplissage américain, des fûts, de vin, des fûts, enfin bref, vous avez vraiment tous les détails et c'est écoutez, très impressionnant. Donc je vous invite vraiment à aller checker cet épisode du podcast si vous ne l'avez pas fait encore. On passe côté blockchain maintenant avec... alors là, j'ai pas de news spécifique d'usage cette semaine, mais néanmoins, on voit que le sujet fait parler et déjà, on a donc SoWine donc, qui s'est intéressé à son tour au sujet donc, des NFT dans les vins et spiritueux dans son dernier épisode de son podcast qui s'appelle SoWine Talks. Et donc c'est un petit podcast de 13 minutes et qui fait un bon petit tour d'horizon, qui explique très clairement les choses pour le coup. Voilà, c'est très clair et je suis sûr que ça aiderait pas mal d'entre vous si vous avez un peu de mal à suivre cette rubrique récurrente chaque semaine. Mais voilà, et puis si vous voulez explorer plus largement cet univers. Donc le tout est illustré avec des exemples dans le vin et le champagne notamment, et ça nous explique donc plus globalement l'intérêt de ces technologies pour les marques, notamment dans le luxe, et que ce soit en termes de spéculation, avec aussi l'idée de royalties pour les producteurs, qu'en termes de collection, de traçabilité, etc. Bref, je vous encourage clairement à y jeter une oreille ou deux, et le lien se trouve en description, comme pour le précédent, donc dans la newsletter. Petit point paille maintenant avec des do's et don'ts, avec premièrement une info qui nous vient encore de Future Market Insight, qui nous apprend que la demande de paille réutilisable devrait croître de 11% d'ici 2031. Si le sujet vous intéresse, écoutez, j'en profite pour rappeler que j'avais fait un focus sur une boîte qui s'appelle Organics We Are, qui est basée à Bordeaux, et qui propose justement des pailles réutilisables, mais aussi en noyau d'avocat et d'autres. Voilà, donc vous pouvez checker, ça se passe sur distillzine.fr, et pareil, vous avez le lien sur distillnews.com. Toujours côté paille, mais sur un aspect moins cool, on a Kendall Jenner qui s'est prise en photo en train de boire sa tequila 818 à la paille justement. Pas forcément très responsable tout ça, et certains de ses followers s'en sont évidemment
ému. Voilà. Et pour la blague, il manquerait plus qu'on apprenne que c'était une paille en plastique et je pense que voilà. Break the Internet. Côté tech, ensuite, on a Black & Decker sur le marché des cocktails. Qui l'eût cru, mais la marque d'outillage a présenté lors du CES de Las Vegas, donc en janvier dernier, une machine du nom de The Bev, qui est justement une machine à cocktail qui mélange vos cocktails, enfin vos spiritueux préférés avec des petits pods pour vous préparer écoutez, vos cocktails minutes. Et le tout devrait être disponible dès le mois de mai aux États-Unis. Alors maintenant, je voudrais pas me faire oiseau de mauvais augure, mais rappelons tout de même que on a AB InBev et Keurig Dr Pepper qui avaient développé une machine un peu de ce genre, mais avec des pods justement, qui ont annoncé à peu près au même moment avoir abandonné le projet. Donc ça veut dire que c'est pas forcément très porteur. Donc à suivre pour Black & Decker. Mais voilà, petit signal d'alarme peut-être. Parlons bitters maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez le bitters Abbott, mais il est excellent. Et pour ceux qui veulent justement mettre plus la main à la pâte qu'avec la machine que je vous ai présentée juste avant, on a Darcy O'Neill de Art of Drink qui, il y a maintenant 6 ans, j'étais à Tales of the Cocktail et il présentait justement un peu sa quête de la recherche de cette recette historique du Abbott's Bitter. Et écoutez, 6 ans plus tard, il a tout simplement publié sa recette du fameux bitter sur YouTube. Le lien, pareil, vous le trouverez dans la newsletter. Si vous êtes barman ou quoi, ou que vous aimiez bien faire ce genre de petites macérations à la maison, et écoutez, vous avez une recette clé en main pour faire un Abbott maison directement sur YouTube. Côté lecture maintenant, sachez que le numéro de février de Global Drinks Intel Magazine est disponible et feuilletable en ligne. Et puisqu'on parlait de bitters juste avant, vous avez un bon plan Kindle pour ceux qui ont la liseuse d'Amazon. On a un bon plan puisque le livre Bitters, A Spirited History of a Classic Curol de Brad Thomas Parsons qui est actuellement vendu à moins de 4 € sur Amazon. Donc bon plan et livre très sympathique avec quelques recettes. Bref, si vous voulez creuser un peu le sujet, je vous le recommande. Côté salon, pour rappel, on a le Wine Paris et Vinexpo Paris 2022 qui démarre ce lundi 14 février. Je serai personnellement présent sur l'événement, donc n'hésitez surtout pas à m'interpeller si vous me voyez passer à côté de vous et au plaisir de vous y rencontrer. Et enfin, sur distilljobs.fr, une nouvelle petite annonce avec Aesop, donc la marque de tonique bordelaise qui cherche un stagiaire assistant communication. Donc n'hésitez pas à postuler si ça vous intéresse. Et évidemment, si vous-même vous avez des postes ouverts dans vos boîtes spiritueuses, n'hésitez surtout pas à les publier donc sur distilljobs.fr, c'est absolument gratuit et je les relayerai dans la newsletter. Sur ce, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau numéro ou dès lundi si vous êtes sur Vinexpo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez surtout pas évidemment à liker, commenter, mettre des étoiles, tout ça, partager ce contenu si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.